Pèlerin d'espérance, je me penche vers la lumière, chemin d'harmonie et sans frontières. Je me lève et laisse tomber mes croix. Non rien ne pourra m'enlever ma joie. Non rien ne pourra m'enlever ma joie. C'était un village international. On était 3-4 familles francophones sur notre rue Drinkwater, qui est maintenant la rue Paris. La famille Desmarais, la famille La Flamme, la famille... je ne me souviens plus de leur nom, pardon, et nous, les Charlettes. Oui. Ensuite, des Italiens, des Finlandais, des Chinois, des Allemands. Oui. Ça a été extraordinaire comme bain. Et comme enfant, qu'est-ce qu'on faisait à la fin de tous les jours et tous les samedis, tous les dimanches? On jouait au baseball dans une grande plaine sur la... Tous les groupes confondus. Tous les groupes confondus, et garçons et filles. Fred Langen, qui est journaliste au Globe and Mail, a écrit la biographie. Quand il m'a appelé pour me demander s'il pouvait écrire ma biographie, j'avais dit non et j'avais raccroché le téléphone. Ah. Et quand j'ai dit à Bernard, peux-tu t'imaginer, Fred Langen m'a appelé pour qu'il écrive ma biographie. Et il m'a répondu, tu le rappelles, il va écrire ta biographie. Il m'a donné un beau cadeau, il m'a donné la gestion du projet, du livre de départ du premier ministre Brian Mulroney. Et donc, j'ai dû préparer, à la demande du greffier, un livre avec tous les dossiers à succès que le premier ministre avait, donc plusieurs, un très beau livre. Oui. Et j'ai travaillé donc directement avec tous les sous-ministres et avec le premier ministre lui-même. Voilà. Et il m'a même dit à un moment donné, « Oh, vous avez vraiment, là, vous êtes exigeante. » Parce que j'ai refusé qu'il y ait un commentaire politique dans le livre. Oui. Je lui ai dit, « Monsieur Mulroney, c'est un livre pour vos accomplissements via les ministères. » Et il a accepté. On a beaucoup ri. C'était un homme vraiment très plaisant avec qui travailler. Bien. Bonjour, l'honorable Madame Marie-Paul Charette-Poulain. Heureux de vous rencontrer encore dans notre studio du diocèse pour une deuxième entrevue. Ah, cher Dominique, c'est un honneur d'être ici. Bon, ben c'est gentil de dire ça. J'encourage les gens à regarder la première entrevue car vous êtes véritablement une femme d'ici. Vous êtes connue essentiellement pour avoir été la directeur fondateur de la radio qu'on connaît très bien, Radio-Canada, Sudbury, et qui... 35 réémetteurs dans le nord de l'Ontario. C'est l'oxygène culturel pour tout le nord de l'Ontario. Ah, ça c'est... bien sûr, vous êtes connu, et on va parler surtout de ça, depuis comme sénateur du nord de l'Ontario. Je rappelle que vous avez été nommé par Jean Chrétien en 1995 et que vous avez gardé cette fonction pendant 20 ans. Vous savez, quand j'ai été nommé par le très honorable Jean Chrétien, quand il m'a invité à représenter le nord de l'Ontario, le sentiment que j'ai eu, c'est que j'avais été observateur de tout ce qui se passait sur la scène politique, sur la scène économique, la scène sociale, pendant plus de 20 ans, et qu'il m'avait donné une paire de patins, puis qu'il m'avait dit « Allez jouer sur la glace politique maintenant ». Oui, ben c'est bien. Vous répondez quasiment à ma première question. Pendant 20 ans, vous allez faire de la politique. Je me demandais si ce sont les circonstances qui vous ont poussé à vous lancer en politique. Je ne me suis pas lancée du tout. Pas du tout. J'avais même jamais planifié faire partie de ce que j'appelle le groupe politique. J'ai toujours été complètement non partisane, et à Radio-Canada et comme sous-ministre. Et dans la famille, nous n'avons jamais discuté politique parce que ma mère était conservateur et mon père était libéral. Oui, alors là, ça pouvait provoquer... Pas impliqué. Oui. Mais
on a donc été extrêmement prudents. Oui, donc ça ne se termine pas par... J'étais donc facilement et confortablement non partisane. Voilà. Alors, ce qui fait que quand vous avez été nommé par le Premier ministre, Jean Chrétien, ça a été un petit peu une surprise. Grande surprise. Une grande surprise, on va dire. Dieu, oui. Donc, et je ne me sentais pas à la hauteur. Une décision difficile à prendre, donc. Oui, c'est surtout une décision financière, parce que j'étais quand même sous-ministre, j'avais un chauffeur, et quand M. Pelletier, le chef de cabinet de M. Chrétien, m'a appelé pour voir si j'accepterais d'être sur une liste courte oui. Pour représenter le nord de l'Ontario, je lui avais demandé, mais ça paye combien, M. Pelletier? Il m'avait dit 70 000. J'avais répondu, mais je fais 3 fois ça comme sous-ministre. Ouh là là, oui. Alors, là, j'ai dit, est-ce que je garde mon chauffeur? Lui a éclaté de rire. Oui. Il a dit, à Ottawa, seulement les ministres et sous-ministres ont des chauffeurs. Alors, je lui ai répondu, il faut que j'en discute avec Bernard ce soir. Je vous reviens demain matin. Ouais. Jusqu'à son décès, M. Pelletier m'a taquiné. Il me tapait sur l'épaule et il disait, la seule personne au monde qui a dû consulter son mari pour voir si elle accepterait le poste le plus convoité au pays. Mon Dieu. Oui, ça c'est amusant. Ben, puisqu'on parle du Sénat, moi comme ancien professeur d'histoire, surtout de la 10e année, où on présentait justement les rouages du Parlement, du Sénat, on peut dire que d'une façon générale, les gens, les Canadiens en général, connaissent mal ce qu'on appelle la Chambre haute. Oui. Pour quelle raison, vraiment? À cause, justement, du manque d'éducation. Dans nos écoles primaires et secondaires. Oui. Parce que nous avons vraiment le privilège d'avoir un système, comme le système en Angleterre, parlementaire très riche, avec une maison élue, une maison nommée, et la maison nommée a la responsabilité de représenter les minorités qui ne sont pas souvent présentes dans les maisons élues. Donc, c'est un très, très bel équilibre. Peut-être aussi le fait que beaucoup de Canadiens s'intéressent malheureusement peut-être pas à ce que j'appellerais la bonne politique, c'est-à-dire ceux qui disent la politique ça sert à rien sont déjà dans l'erreur. La politique c'est une nécessité. Est-ce que peut-être les politiciens sont responsables de ça un peu? Vous savez-vous, c'est dommage qu'on dise la politique, parce que finalement c'est les législateurs. Parce que toute notre vie, comme enfant, comme adulte, elle est basée sur les législations canadiennes, provinciales, municipales. Oui. Elles sont la base de notre vie. Oui. Oui. Alors justement, vous avez déjà anticipé une réponse à ma prochaine question. Quelles ont été vos responsabilités en tant que sénateur franco-ontarienne? Il y a la législation. Oui. Bon. Les législations, j'ai siégé sur plusieurs comités. Oui. J'ai présidé le comité de transport et communication. Oui. J'ai siégé aussi et j'ai co-présidé des associations internationales. Exemple, Canada-Japon. Oui. J'ai été extrêmement active. Canada-France, pas l'association parlementaire, l'association civile. Et j'ai aimé découvrir l'importance de la diplomatie que j'appelle parlementaire. C'est intéressant, vous parlez de relations Canada-Japon. Je rappelle, ça fait partie encore aujourd'hui vos activités. Vous étiez cet été à Sudbury dans le cadre du festival japonais et vous avez accompagné l'ambassadeur japonais qui a parlé un peu en français. Oui. Vous êtes arrivé derrière lui ou avec lui. C'était formidable. C'était une belle rencontre. Et c'était sa première visite dans le nord de l'Ontario. Alors, j'ai particulièrement aimé lui donner des informations sur notre ville de Sudbury, notre culture, notre histoire. Oui. Durant votre présence au Sénat, et ça m'a surpris un peu, mais c'est très bien. Vous avez eu le temps de poursuivre
des études de droit pour devenir avocate. Il faut Oui, le faire quand mais même, ça. c'est très simple. Je me suis rendu compte que j'avais de la misère à comprendre le langage des législations. Oui. Et c'est notre première responsabilité. J'ai commencé à regarder qui comprenait les législations. C'était ceux qui avaient été formés en droit. Donc, je suis allée consulter. Oui. Je suis allée consulter notre chef de gouvernement, qui était à ce moment-là avocat. Je suis allée consulter le greffier, qui était aussi avocat. Et les deux m'ont encouragée à faire mon droit en travaillant à temps plein, parce que les deux l'avaient fait. Oui, vous avez dû perdre un peu de sommeil. Beaucoup, et surtout manger beaucoup de sandwichs. Ah bon, Mais bon. une des personnes, vous allez vraiment trouver ça intéressant, une des personnes qui m'a encouragée le plus, c'est Ken Dryden, qui malheureusement vient tout juste de décéder, comme vous savez. Oui. Il était au caucus avec moi. Tous les mercredis matins, il venait s'asseoir à côté de moi. Il disait « If I could be a hockey player and a goaltender in Montreal and work full-time and study at McGill for my law, you can do it too, Murray. » Ça a été un grand champion. Et un réel mentor. Oh mon Dieu, oui. Bon, on passe à des choses un petit peu plus difficiles, intéressantes. Là, en lisant votre biographie, j'ai réalisé que vous avez été de 2006 à 2008 présidente du Parti fédéral du Canada. Et c'est durant votre campagne pour obtenir ce poste et durant les 2 ans de votre présidence que vous avez réalisé, et je vous cite, que la politique peut être une sale affaire. Ah ouais. Vous allez vous faire des ennemis, certains chez les libéraux, encore davantage chez les ultra-conservateurs, puis vous allez réaliser ça un petit peu plus tard. Là. Je pense que c'est intéressant, vous êtes resté 20 ans au Sénat, de nous rappeler vos meilleurs souvenirs. Oh mon vous Dieu. devez en avoir beaucoup. Tellement, et plusieurs, mais surtout la collaboration. Quand je suis arrivée, j'ai connu le meilleur du Sénat. Ce sont les collaborations et avec les membres de la Chambre des communes et avec les sénateurs de l'autre parti, parce qu'on partageait des causes communes. Des dossiers communs, oui. Donc, on pouvait ne pas être d'accord avec des principes politiques, mais être d'accord avec certains dossiers. Oui. Ça a été une grande joie. Oui. Deuxièmement, ça a été de découvrir à quel point les parlementaires travaillent fort. Incroyable! Il ne faut pas oublier que la majorité des parlementaires ne vivent pas à Ottawa, passent des heures en avion, séparés de leur famille, pour venir représenter leur comté ou leur région au Sénat, dans une des deux chambres. Incroyable. Oui. Troisièmement, ça a été l'importance du soutien du personnel au Sénat, à la Bibliothèque du Parlement et aussi dans la Chambre des communes. Oui. Quelle qualité de hauts fonctionnaires et de fonctionnaires, de recherchistes. Et vous avez rencontré quand même des gens assez extraordinaires. Vous avez dans votre biographie, pas une liste de noms, mais des personnalités comme Obama. Le président Obama. Qui vous fait la bise. Il y a une photo de ça, c'est quand même pas rien. Il y a toute une histoire avec le président Obama. Et j'ai payé le prix plus tard, comme vous avez dit. On avait reçu une lettre comme parlementaire de ne pas se présenter au Parlement le jour de la visite du président Obama. La lettre était signée par le premier ministre lui-même et on disait dans la lettre « pour des raisons de sécurité ». Et on n'avait jamais vu ça. Il y a une tradition sur la colline parlementaire. Quand on a un invité, chef par exemple d'un autre pays, tout le monde se met dans les corridors, et les parlementaires et le personnel, et on applaudit. On applaudit, oui. Et on dit « bienvenue, welcome ». Et on n'avait pas le droit d'aller sur la colline. Donc, mon adjointe, Nathalie Grimard, me regarde et dit « Vous allez venir, hein? » J'ai dit « Oui ». On n'a pas le droit, voyez-vous, de refuser l'entrée à un parlementaire sur la colline parlementaire. Donc, le matin, Nathalie est venue me chercher à la maison à 7 heures. Nous sommes arrivés à la colline du Parlement. Et là, les journalistes, quand je suis sortie de l'auto, ont crié. Et j'ai dit « Good morning to you too ». Je suis entrée et là, j'ai appris que
le président passait devant mon bureau à telle heure. Alors, Nathalie et moi, nous sommes sortis et j'ai accueilli « Bienvenue au Canada ». J'ai dit premièrement « Hello, Good morning, Prime Minister ». Le corridor était complètement vide. Seulement un beau tapis rouge avec plein de drapeaux américains et canadiens. Et là, j'ai dit « Bienvenue au Canada, Monsieur le Président ». Et là, je lui ai dit « I represent Northern Ontario in the Senate of Canada, and I am a French-Canadian who always kisses hello. » Alors, il me répond « My name is President Obama, and I always kiss back. » Comme ça, comme ça. Et on a parlé. C'est une belle histoire. Bon, ça, ce sont des beaux souvenirs. Malheureusement, on peut le dire, le plaisir que vous avez eu de remplir votre mission au Sénat se termine mal, puisque vous êtes accusé d'irrégularité financière. On est en 2013. Vous avez partiellement déjà répondu à la question. Le gouvernement Stephen Harper vient de prendre le pouvoir. Il a pris le pouvoir en 2006. Oui. Il ne faut jamais oublier que quand M. Harper s'est présenté en 2006, il avait promis « I will reform the Senate ». Et il avait tenté de faire passer une législation pour mettre des limites au terme des sénateurs de quelques années. Même ses propres sénateurs ont voté contre. Il a donc référé la question à la Cour suprême du Canada et la réponse lui est arrivée à l'hiver 2013, comme quoi il ne pouvait pas apporter de changement sans une revue constitutionnelle. Et c'est là où M. Harper a décidé d'attaquer la crédibilité de l'institution en attaquant les individus. Et les premiers 3 individus attaqués ont été le sénateur Brazeau, la sénatrice Wallin et le sénateur Duffy. Duffy. Oui. Et ça a été affreux ce que ces 3 sénateurs-là ont vécu. Et quand il y a eu une motion de déposer au Sénat d'empêcher les sénateurs, ces 3 sénateurs-là, de continuer à siéger et même d'être rémunérés, j'ai parlé contre la motion. Et j'ai été une des seules à parler contre la motion. Et quand j'ai fait ça, comme on dit en latin, I put a bullet on my back, a target on my back. C'était une injustice incroyable. Et c'est là où j'ai reçu 800 questions du Bureau du vérificateur général sur chacune de mes dépenses, même chaque timbre que j'avais dépensé dans telle année. OK, 2010 à 2012, c'était les 2 années. Et personne d'autre avait reçu 800 questions. J'ai vérifié avec mes collègues. Personne d'autre. Voilà. On m'a même refusé les dépenses de voyage à Sudbury que je faisais, me disant que je venais visiter de la famille, ne reconnaissant pas que je représentais le Nord de l'Ontario. C'était mon mandat. Donc, c'est l'enquête du vérificateur général qui va durer 3 ans. Bon, j'ai envie de vous demander quand même quelque chose qui est difficile sans doute à dire. Quelles ont été les conséquences pour votre famille? Premièrement, ça a été le sentiment que et mon mari et mes 2 filles et leur famille ont vécu. C'est un sentiment d'impuissance. Ça a été affreux pour eux. Ils ne pouvaient rien faire. Moi, je suis allée chercher de l'aide. Je suis allée commencer des rencontres régulières avec une psychologue. Et j'étais suivie par mon médecin de famille parce que le stress était inhumain. C'était sur la place publique. Ma réputation a été attaquée complètement. Et là, j'ai eu la recommandation au Sénat par un employé du Sénat qui m'a dit « faut que vous alliez vous chercher un avocat ». Je n'avais pas pensé d'aller me chercher un avocat. Là, je suis allée me chercher un avocat qui m'a prévenu. Vous allez recevoir énormément de hate mail. I am warning you. Alors, j'ai été très bien représentée par l'avocat. Un jour, je suis arrivée chez l'avocat avec un dossier sans dépêt.
Et il m'a dit, oh, hate mail. J'ai dit, why don't you look? Je n'ai pas reçu un seul message négatif pendant toute la merde. Je n'ai reçu que des mots d'encouragement et de respect. J'ai été tellement touchée par l'appui de la famille, de la parenté et des amis que je ne pourrai jamais assez les remercier. Il vous fallait ça quand même pour passer à travers quelque chose qui a été, on le reconnaît aujourd'hui, une sorte de lynchage politique. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh c'est-à-dire une volonté de tuer politiquement, et peut-être même un peu plus, parce que votre santé était quand même en jeu. Oui. Oui, j'ai fait un deuxième AVC. Mais vous savez, j'ai des collègues, pour moi en tout cas, que j'ai vus. Ce qui m'a aidé beaucoup, j'avais un soutien aussi d'un médecin de famille et d'un psychologue qui me donnait des outils pour essayer de gérer le stress. Tout ça, ça montre quand même jusqu'où c'est allé. C'est pas juste une petite affaire, c'est surtout ça quand on a besoin d'aller chercher l'aide d'un psychologue, d'un médecin. Mais j'ai 2 collègues qui sont décédés. Ben voilà. Parce que nous étions 9 collègues attaqués. Est-ce vrai que seuls des sénateurs du Manitoba n'ont pas été vérifiés? Alberta. Alberta, non, tout le monde a été vérifié, mais aucun sénateur de l'Alberta avait été ciblé comme target par les conservateurs. Est-ce que vous êtes resté aigri de Pas du tout. Du tout? Pas du tout, savez-vous? Votre mari, si. Ah, ça, je ne réponds pas pour Bernard. On ne parlera pas de ça. Mais vous-même, non. Non, parce que j'ai beaucoup appris, numéro 1. Oui. Numéro 2, c'était une campagne extrêmement bien montée, extrêmement bien gérée, et il fallait avoir lu la décision du juge Paul Vaillancourt, qui a été le juge du cas de Mike Duffy, qui a été accusé de 39 crimes. Oh, et le juge Paul Vaillancourt, a trouvé Mike Duffy non coupable sur les 39. Et quand on lit le jugement, moi, j'ai reconnu tout ce que j'avais vécu. Et il a dit, ça a été le coup militaire le mieux organisé qui a jamais été fait au Canada. Et il a dit, le vrai scandale, ça a été le coût aux finances publiques et ça a été une dépense de plus de 24 millions de dollars. Mais il y avait, encore une fois, puis on va passer à autre chose, une volonté politique de discréditer les sénateurs, le Sénat, pour montrer aux Canadiens pourquoi on a encore un Sénat. Vous voyez qu'il ne sert à rien finalement. C'est pas seulement ça. On passait le message à les sénateurs. Tout ce qu'ils font, c'est profiter des fonds publics. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez aux femmes aujourd'hui qui veulent se lancer en politique? Vous avez eu des bons moments, mais quand on regarde aussi, vous avez connu, on va dire, quasiment le pire. Oui. Est-ce que vous encourageriez Absolument. Oui. Parce que la politique a tellement d'importance que, comme je disais tantôt, on dit la politique, mais la vie en Parlement, la responsabilité de législateur, la responsabilité de faire des études spéciales, surtout dans l'environnement actuel, est encore plus important qu'auparavant. Mais ce qu'on a de besoin, c'est de se trouver des mentors quand nous sommes en politique. Des gens qui ont toute l'expérience voulue, justement, pour donner les conseils. Ce que je n'ai pas fait quand je suis arrivée au Sénat. Si c'était à recommencer, j'irais me chercher les mentors nécessaires. En lisant, en parlant, parce que ce n'est pas dans votre biographie, vous m'avez dit quelque chose qui m'a surpris, puis en même temps qui est vraiment intéressant. Vous entreprenez des études doctorales en droit canon, en plus. Ce n'est pas n'importe quoi. Vous pouvez nous dire quelques mots à ce sujet? Mais c'est tellement important de continuer à apprendre. Informellement, on a toutes les occasions au monde, mais de le faire formellement, ça ouvre des portes, ça ouvre des nouvelles façons de penser, mais ça ouvre aussi des nouvelles questions. Alors, j'ai le privilège d'être étudiante à l'Université Saint-Paul et d'y travailler aussi, ce petit bijou d'université à Ottawa. C'est formidable. Malheureusement, notre émission s'achève. On a encore quelques minutes pour vous poser une question qui me semble qui peut bien conclure nos 2 entrevues.
Je reviens à votre livre, Elle a osé réussir. Encore une fois, j'encourage tous les téléspectateurs. Où est-ce qu'on peut se procurer ce livre-là? On peut se le procurer, c'est évident, sur Amazon. C'est écrit par Fred Langen. Elle a osé réussir. She dared to succeed. Oui. Mais c'est publié par les presses de l'Université d'Ottawa. Oui. C'est un petit bijou. Oser réussir, j'ai envie de vous demander finalement, qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? Vous avez 2 minutes pour dire ça, c'est pas beaucoup. C'est pas compliqué. Réussir sa vie, pour moi, c'est être bien dans sa peau, être fier d'où on vient, qui nous sommes, nos parents, notre famille, nos études. Deuxièmement, être bien avec qui on est. Je suis tellement chanceuse que Bernard a choisi de me marier. Ça a été un cadeau. Donc, avec qui on est, mais bien avec ce qu'on fait. Que ce soit comme serveur dans un restaurant ou que ce soit comme parlementaire, tout simplement être bien dans ce qu'on fait. Pour moi, c'est ça la réussite. Donc, merci beaucoup pour ces 2 entrevues. On encourage bien sûr les gens à lire votre biographie qui est très instructive, passionnante. Vous savez, Fred Langen a fait 75 entrevues quand il a écrit cette biographie. Voilà. Et ça se sent quand on lit ça. Ouais. C'est pas simplement un peu du n'importe quoi. C'est documenté et c'est très intéressant à lire. On va dire à bientôt, à la prochaine, pour sans doute une autre émission, peut-être sur ce que vous faites actuellement à Ottawa, ou présenter l'Université d'Ottawa. Non, je travaille comme parlementaire en résidence à l'Université Saint-Paul, qui est un bijou d'université. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Dominique. Je me réveille, je n'ai plus peur. J'ai un feu ardent dans mon cœur. Je me lève, alléluia.